Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la méthode heuristique de français, appelée MHF. L'équipe MHF est constituée de Nicolas Pinel et de plusieurs professeurs des écoles. Alors, pourquoi c'est une méthode? D'abord parce qu'elle propose une organisation de l'enseignement du français. Il s'agit d'organiser les sous-domaines les uns avec les autres. Ensuite, parce qu'elle combine différentes stratégies pour que les élèves apprennent. Alors, le H de heuristique, il ne faut pas fantasmer dessus, c'est simplement le lien avec le mot eureka, le mot grec qui veut dire j'ai trouvé, youpi, et donc derrière c'est cette idée de mise en réussite de l'élève et du plaisir d'avoir compris et trouvé quelque chose. C'est une méthode parce qu'elle s'inscrit dans une cohérence globale sur la base de principes éthiques qui sont très importants pour nous, mais évidemment scientifiques, pédagogiques et didactiques. Alors les particularités de MHF, on va retrouver des choses que ceux qui mettent MHM en place connaissent. Alors, c'est une méthode structurée, les choses sont très organisées. C'est une méthode qui est conçue directement et pensée pour le double niveau. Alors, ça reste toujours difficile hein, quand on a deux niveaux de classe avec des élèves qui viennent parfois de classes différentes, des cohortes compliquées, ça reste toujours difficile, mais nous avons pensé les contenus, les types d'exercices pour que ce soit mené en double niveau de la façon la plus simple possible. Et tous les tests qui sont faits actuellement sur la méthode sont faits dans des classes double niveau, justement pour être au plus proche du terrain. C'est une méthode pragmatique, pratique, c'est important pour nous. Le choix aussi dans la conception de MHF, c'était un constat à partir de toute la limite de ce qu'on appelle les outils mono-cibles. Il existe des méthodes de très grande qualité sur l'enseignement de lecture, de la compréhension, de la copie, du lexique, mais tous ces outils, de la dictée, enfin voilà, tous ces outils pour nous présentent une limite très rapidement puisque leur efficacité vient parfois du fait qu'il faut y consacrer un temps très important. Ils peuvent être très chronophages et puis ils peuvent empiéter sur les autres sous-domaines. Donc notre idée à nous, c'était plutôt d'articuler tous les sous-domaines les uns avec les autres, sans donner un poids plus fort à l'un, mais au contraire d'essayer de trouver la juste place à chacun, ce qui n'est pas un exercice facile. Alors, l'autre particularité, c'est que MHF propose un enseignement de l'oral. Les nouveaux programmes, qui sont plus nouveaux d'ailleurs, insistent beaucoup sur l'enseignement de l'oral. Il y a beaucoup de compétences à acquérir. C'est un enseignement qui est compliqué. Les ouvrages qu'on trouve actuellement ont peut-être tendance à laisser ça de côté. Donc, on a essayé de mettre en place des activités qui sont liées au reste, parce que ça, c'est important pour nous, pour réellement enseigner l'oral. Particularité suivante, alors, c'est un peu le cœur de MHF, c'est le lien entre les différents apprentissages. On essaye, parce que c'est pas toujours simple, mais on cherche à mettre en lien ce qui est fait à l'oral avec les activités d'écriture, avec le travail qui est mené sur le lexique. Et puis évidemment la grammaire, qui, j'ai envie de dire, chapeaute un peu tout ça, puisque la grammaire c'est bien l'art de lire et d'écrire. Et donc on essaye de mettre tout ça en cohérence et en connexion. Et puis, particularité suivante, c'est la modalité, des modalités de travail qui sont variées. Donc on propose des temps de rituel, parce qu'on est convaincu de l'efficacité de la ritualisation d'un certain nombre d'apprentissages, de la réactivation régulière, un format d'atelier, qui d'ailleurs n'est pas une modalité qui est obligatoire dans la méthode, on l'a pensé comme ça, mais les temps d'apprentissage en atelier peuvent être menés autrement, on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis, voilà, dernière particularité, c'est que la méthode laisse quand même une place à la créativité, et puis elle s'adapte aux classes, elle s'adapte aux projets qu'on peut avoir. Voilà, on va détailler ça juste après. Donc voilà les principales particularités de MHF. Alors, les principes, puisque, étant donné qu'on revendique, entre guillemets, que ce soit une méthode, c'est bien parce qu'on a basé ça sur un certain nombre de principes. C'est pas un simple outil, c'est pas une boîte à outils, il y a vraiment des principes derrière qui régissent tout ce qu'on a écrit. Alors, des principes d'abord très généraux, hein, qui sont décrits dans le guide, c'est l'éducabilité, qui est extrêmement importante pour nous, la bienveillance, en lien avec une conception d'évaluation très formative, et puis une évaluation qui met l'élève en réussite dans ses apprentissages, un enseignement explicite. Il est important d'expliciter les choses, parfois de modéliser, d'accompagner les élèves par des rétroactions efficaces. La question de la rétroaction est pour nous un enjeu très important dans la réussite scolaire et on essaye dans les outils MHM ou MHF de mettre cela en œuvre parce que ça a un effet très, très direct sur les résultats. La manipulation, alors c'est évidemment différent des mathématiques, mais
On peut manipuler en français, on peut manipuler les mots, on peut manipuler la langue, on peut chercher à comprendre ce qui se joue derrière. Et il y a un enjeu important à réhabiliter le fait de jouer avec la langue, aussi bien sur l'aspect compréhension que, j'ai envie de dire, sur l'aspect technique. Voilà, c'est le travail qu'on fait en grammaire notamment. Et puis derrière tout ça, il y a donner l'envie d'eux. C'était notre pari en mathématiques et il est souvent réussi. C'est le même pari en français, c'est de donner l'envie aux élèves de lire, de donner aux élèves l'envie d'écrire, de comprendre que leur langue, elle est complexe, elle est très riche, de voir tout ce qu'ils ne voient pas sur leur langue, qu'on a une langue qui s'est construite sur une histoire très très longue, au croisement de beaucoup d'influences, et c'est en mettant le doigt sur tout ça et en mettant du sens sur toutes ces choses-là qu'on pense que l'élève va davantage rentrer en réussite. Et puis derrière ça, le fait de s'appuyer sur l'oral. On a tous connaissance de nombreux élèves qui sont en difficulté face à l'écrit, et le fait d'avoir construit une méthode où l'oral a une place réelle, qui sera évaluée, qui sera valorisée, ça permet aussi de raccrocher ces élèves pour qui l'écrit est parfois une souffrance. Alors, autour de la mise en œuvre de la méthode, il peut se poser un certain nombre de questions, qu'elles soient pédagogiques et didactiques. Alors, l'objet n'est pas d'y répondre là, ce serait beaucoup trop long. Il y a 3 sources pour cela pour vous, si vous interrogez sur les choix de la méthode. Il y a d'abord le guide de MHF, le guide global. Il consacre plus du quart de l'ouvrage, est quand même consacré aux questions didactiques, aux choix qu'on a pu faire en grammaire. Notre approche de la conjugaison, qui est basée notamment sur les documents EduScol qui étaient parus il n'y a pas si longtemps que ça, sur le lexique. Donc tous ces choix sont explicités d'abord dans le guide. Dans le déroulé des séances, on a à chaque fois, comme en mathématiques, au début de chaque semaine, ce qu'il faut savoir, qui est parfois très pratico-pratique sur ce qui va être mis en place de particulier dans la semaine, mais qui est parfois voilà, un petit zoom didactique sur un point, quelques éléments qui nous a semblé importants d'indiquer. Et enfin, en dernier lieu, une source qui sera le site, puisque le site a vocation voilà, à répondre à vos questions, à s'enrichir, à mettre en avant des articles de recherche autour de ces questions-là. Donc, 3 sources pour vous si vous interrogez sur tout cela. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment est organisée la méthode? Annuellement, nous avons fait le choix, on vous a mis un tableau, de proposer 30 semaines de contenu, c'est-à-dire 30 semaines pleines de séances de l'étude de la langue, voilà, réparties comme indiqué dans ce tableau, puisque tout le monde n'a pas les mêmes zones de vacances. Ce choix de 30 semaines permet de couvrir évidemment les éléments du programme de façon suffisamment exhaustive, mais aussi d'offrir une souplesse, c'est-à-dire il vous reste quelques semaines, soit pour prendre plus de temps sur des notions qui ont pu vous sembler compliquées, parce que vous avez une cohorte qui vous incite à dire « Oh là là, il faut que je fasse une pause, je vais prendre une semaine pour creuser cette question-là parce que je vois qu'ils sont en difficulté », mais aussi de la souplesse pour mener à bien un projet particulier, parce qu'on peut avoir, au-delà de l'usage d'une méthode, l'envie de rentrer dans un projet particulier. On vous propose régulièrement de nombreux projets pédagogiques très intéressants. Je sais pas, je pense au Parlement des enfants, à un jury de lecture, à l'écriture d'un livre collaboratif, à tweeter. Voilà, on a énormément d'exemples de projets qui existent en ligne ou de façon plus institutionnelle, qui méritent qu'on y accorde du temps. Et donc, ce temps, il est conçu et pensé directement dans la méthode. Ça vous évite de faire des choix qui sont parfois compliqués. Donc, vous avez ces semaines pour le faire. S'il y en a qui n'ont pas ce type de projet, on propose des suppléments qui permettront de couvrir les 36 semaines de l'année, suppléments sur lesquels je reviendrai un petit peu plus loin. Alors, l'organisation annuelle, donc, elle s'appuie sur une programmation. Alors, on va faire un petit zoom sur la question de la programmation parce que c'est important pour nous. Un petit peu comme en mathématiques, on sait que la programmation classique, parfois, est une concaténation de thématiques. On va faire les homophones grammaticaux pendant 15 jours, le présent pendant 2 mois, et puis on enchaîne comme ça des notions, des concepts, des compétences, et on passe de l'une à l'autre, avec un emploi du temps qui peut être un peu formaté par habitude, avec voilà, un certain jour pour la production d'écrit, un jour pour le vocabulaire, quelque chose voilà, de parfois trop strict dans le temps. Et MHM, c'est pas ça, c'est une programmation qui est spiralaire, que dans le guide j'appelle même neuronale, puisqu'on cherche à connecter les choses et de créer le maximum de connexions entre les apprentissages, de créer des connexions entre la lecture et le lexique, mais évidemment entre le lexique et la production d'écrit, tout ça étant sous le chapeau de toutes les productions orales qui peuvent avoir lieu en classe.
Alors, les intérêts d'une telle programmation et les intérêts de tel que nous on l'a conçu, l'idée c'est de mobiliser régulièrement les apprentissages et donc d'avoir ces piqûres de rappel, ces réactivations de savoir pour pas qu'il y ait 4, 5, 6 mois sans qu'il y ait un savoir qui soit réactivé. Ça nous permet de répartir le temps alloué à un apprentissage. Donc effectivement, vous n'aurez pas ce que vous connaissiez peut-être le lundi, une séance de découverte avec suivi tout de suite de la leçon, avec suivi immédiatement après des exercices d'application et d'évaluation. C'est pas comme ça qu'on a conçu les choses sont beaucoup plus étalées dans le temps. On retrouve ces étapes-là de découverte, le temps de la leçon, il est important, même si en CM1, CM2, il y a beaucoup de réactivation, parce que ce sont des notions qui ont déjà été vues en cycle 2, elles sont réactivées. Mais voilà, on a réparti tout ça, notamment les temps de renforcement des compétences. On évite de masser, on le fait parfois, mais tout n'est pas massé, bien sûr. Notre programmation, elle est pensée pas seulement sur l'année, mais aussi sur le cycle. C'est comme ça qu'on a pensé les choses. Et c'est important, c'est volontaire que dans le cadre du CM1, CM2, certaines choses soient refaites de façon très similaire en CM1 et en CM2. Justement, c'est pour réactiver, c'est pour remettre en mémoire, c'est pour, entre guillemets, j'ai envie de dire, de remettre une couche. Et inversement, quand ce qu'on refait en CM2, il y a une difficulté supplémentaire, il y a un passage conceptuel parfois un petit peu supérieur, on attend plus de la part des élèves, et on voit que c'est quelque chose qui fonctionne bien, parce que, voilà, on est sur la deuxième année d'expérimentation sur MHF, CM1, CM2. Alors, comment on arrive à une telle programmation? On a des typologies d'exercices qui sont récurrentes. Ça permet voilà, que l'élève ne soit pas en difficulté sur la mise en œuvre de certains exercices. C'est le cas notamment des mini-fichiers. Il y a cette question de la répétition qui est importante, d'automatisation d'un certain nombre de procédures en français. Et puis, derrière ça, c'est l'enseignant qui est connecteur des apprentissages. C'est lui qui va dire, au cours des séances, attention là, souvenez-vous, ça on l'a fait à telle période de l'année. Souvenez, on avait pris un exemple. D'ailleurs, on avait même fait une affiche, je vais vous la ressortir. Voilà ce qu'on avait dit à ce moment-là. Et donc, c'est lui qui va connecter les choses et permettre à l'élève de lier entre les apprentissages les uns avec les autres. Alors, comment on s'organise concrètement une semaine? Donc, une semaine, vous avez une organisation, voilà, on a dit que c'était structuré, pour le coup, c'est structuré. Voilà, réparti en 4 jours. Maintenant, quasiment tout le monde est sur une semaine de 4 jours. Donc, vous avez une organisation sur la semaine, divisée en 4 journées. Donc, avec les temps de rituel, des activités orales, des temps d'apprentissage sous forme d'atelier. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces temps d'atelier peuvent être organisés en demi-classe, voire en classe entière, si vous êtes plus à l'aise dans ce mode de fonctionnement. Pour nous, l'atelier présente un certain nombre d'intérêts dans le fait d'avoir devant soi 5, 6, 7, voire 8 élèves sur des classes très chargées pour expliciter quelque chose, pour écouter les interactions, pour entendre et voir leurs procédures. Donc des activités d'orthographe, voilà, un emploi du temps type. On proposera sur le site des éléments d'emploi du temps pour articuler ça sur une journée, parce qu'il n'est pas forcément question, évidemment, de mettre tout ça sur le matin, ça ne serait pas pertinent. Donc voilà, organisation d'une semaine, avec des alternances, et on retrouve voilà, l'orthographe, jour 2, jour 3, jour 4, avec une évolution dans la séance, qui permet en jour 4 d'arriver à la dictée de fin de semaine, parce qu'on a des dictées toutes les semaines. Et comme dans MHM, on retrouve là en violet la séance de régulation, qui est une séance qui permet de réguler les apprentissages. C'est un temps que vous construisez vous-même. Nous, on fait des propositions de ce qui nous semblerait important. L'idée, c'est pas d'attendre 15 jours, 3 semaines pour remédier à une difficulté, mais dès la fin de semaine, de dire, oh là, voilà ce sur quoi j'ai besoin d'insister, voilà ce sur quoi j'ai besoin de revenir. La méthode met en place un certain nombre d'outils, notamment les mini-fichiers, les jeux, qui permettent de mettre les élèves en autonomie. Et pendant que les élèves sont en autonomie, en régulation, je peux prendre avec moi 4, 5, 6 élèves pendant 15 minutes pour reprendre un point qui n'a pas été acquis, pour refaire le point sur quelque chose qui n'a pas semblé clair. Et le fait de le faire toutes les semaines permet d'éviter d'accumuler des difficultés ou des lacunes. Alors, tout ça prend appui sur un guide des séances, donc il y a un guide des séances CM1, CM2 et qui sera décliné en CM1 et CM2. Les outils resteront en ligne sur le site. Alors, ce guide des séances est une présentation voilà, assez classique, hein, avec les objectifs de la période, les objectifs de la semaine. Chaque page est organisée, là c'est un choix qu'on a fait volontairement, vous avez tous les rituels de la semaine, puis tous les temps d'apprentissage, tous les temps d'écriture. Alors ça va certes obliger à tourner les pages, mais c'est un choix pour que vous voyez sur la semaine ce qui va être fait, ça va vous permettre de voir, tiens, sur cette semaine, voilà tout ce que je travaille, tiens, voilà comment je pourrais connecter, peut-être que j'aurais besoin de consacrer plus de temps à ça qu'à ça.
Voilà, c'est ce qui nous semble indispensable pour que vous ayez la vision la plus claire possible. Et puis voilà, avec ça, il y a des fiches ressources, des fiches élèves qui sont à photocopier, alors ou qui peuvent être, et ce sera détaillé dans les séances, mais parfois on peut les recopier, on peut adapter les consignes facilement, ça dépend du temps que vous avez à disposition. Voilà, donc on trouvera aussi dans les fiches ressources les étiquettes pour les activités de manipulation, les différents supports, les textes documentaires, il y aura quelques textes documentaires dans l'année. Donc exemple d'activité sur une journée, donc là on a un rituel par exemple sur les homonymes. La plupart des rituels peuvent être faits via un diaporama qui est disponible en ligne. Mais évidemment, sans le diaporama, je peux quand même mener le rituel, hein, pas d'inquiétude pour ça. Donc là, un travail sur le un exemple d'activité sur l'écriture. Donc là, on est sur un travail sur Léonard de Vinci, puisque les élèves ont travaillé en amont sur un texte sur Léonard de Vinci, texte qui est prétexte à des activités d'oral et d'écriture. Donc là, ils doivent décrire une des inventions de Léonard de Vinci. On propose pour accompagner ce travail des vidéos, et puis voilà, ils doivent écrire 4 ou 5 phrases au passé ou au présent. Voilà le texte sur lequel on travaille au départ, donc le texte documentaire que nous avons écrit nous-mêmes, avec voilà, des éléments iconographiques, des éléments de lexique qui permettent de travailler là-dessus. Exemple d'activité en orthographe, donc vous voyez, dictée de mots sur la fiche autour du mot. Donc les fiches autour du mot sont des activités autour du lexique qui reviennent régulièrement, donc qui permettent de travailler sur un mot. Donc là, en l'occurrence, c'est espace en CM1 et astre en CM2, ça se situe en période 4. Choix qui a été fait du fait du contexte où en ce moment on parle beaucoup d'espace. Et puis une dictée de phrase qui réinvestit les mots. Hein. Le but, c'est bien de mémoriser l'orthographe lexicale des mots qu'on a vus, de les remettre dans des contextes différents et de travailler là-dessus. Donc activité d'orthographe. Donc c'est la première de la semaine. La deuxième, on aura une dictée un peu plus difficile avec un temps de correction. Temps d'atelier, donc vous voyez à chaque fois on précise les compétences qui sont en jeu, qui ont été codées. Et puis un temps d'atelier, donc qui dure 30 minutes avec 3 temps d'activité qui peuvent être adaptés si besoin. Un exercice sur le mini-fichier, on en fait un seul. C'est en lien avec le travail qui a été mené précédemment. Une fiche d'exercice. Voilà, on travaille sur le sujet, verbe, complément d'objet et complément circonstanciel. Et puis un temps de jeu autour d'un jeu qui s'appelle les engrenages. Voilà. Les fiches d'exercice proposent systématiquement une autocorrection, c'est-à-dire qu'on a prévu à chaque fois une version corrigée de la fiche, avec un codage suffisamment clair pour qu'elle puisse être appropriée par l'élève seul. Alors là, on est encore sur les documents de travail. Donc dans la version définitive, on va ajouter la place de l'enseignant sur les 4 ateliers, c'est-à-dire l'atelier où il nous semble plus judicieux que l'enseignant se positionne. Et puis on va mettre des éléments sur comment gérer les ateliers, comment faire des rotations d'ateliers, et quels outils, d'ailleurs on en mettra plus tard sur le site, quels outils je peux utiliser pour faciliter la rotation et la mise en œuvre des ateliers. Alors vous avez vu dans les ateliers, on utilise parfois des mini-fichiers, on les utilise aussi parfois en rituel. Donc il y a 17 mini-fichiers, un livret de leçons. Ces mini-fichiers proposent, comme en mathématiques, un travail sur une compétence ciblée. Donc là on est sur phrase X par exemple à gauche sur les types de phrases. Il y a un comment faire qui remet quelques éléments, qui renvoie la leçon. Et puis des exercices avec une progressivité. Entre le premier et le 20e exercice, il y a une progressivité dans la consigne et dans les attendus. Des fiches d'exercices qui sont très courtes. Ça permet, il nous semble préférable d'enchaîner 3 fiches d'exercices que de ne pas en finir une seule qui pourrait décourager les élèves. Et puis de la même façon, les mini-fichiers sont tous en autocorrection, parce que les corrections sont disponibles pour permettre aux élèves de se corriger eux-mêmes, avec un codage que vous êtes libre de choisir. La méthode s'accompagne de quelques jeux, donc là je vous présente juste, on est encore sur les versions bêta des jeux. Hein. Voilà, donc des jeux autour d'étiquettes, on est essentiellement sur des jeux de cartes, hein. Il y aura très peu de jeux de plateau. Les principes sont les mêmes qu'en mathématiques, ce sont des jeux dont les règles peuvent être rapidement mises en œuvre par les élèves, qu'on s'approprie vite, des parties qui sont courtes, avec des enjeux. Le but des jeux, c'est bien le renforcement de compétences, le renforcement de procédures pour identifier, j'en sais rien, le verbe dans la phrase, etc. Alors d'autres outils, on utilise régulièrement le dictionnaire, pour nous qui est un outil important. Évidemment, il y a un fichier qui est consacré, mais pas que, c'est un outil qui doit être utilisé
dans la vie de la classe. Et puis quelques ouvrages dans l'année, on propose de prendre appui sur, et là c'est précisé sur le site, sur certains livres, notamment autour du travail de conjugaison. Donc, des ouvrages adaptés aux élèves. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une programmation qui avait des suppléments. Donc, ces suppléments, ils s'adressent aux enseignants qui voudraient compléter les 30 semaines de contenu. Ils pourraient aussi d'ailleurs prendre la place parfois de quelques contenus quand vos élèves voilà, ont montré une acquisition certaine des ateliers, par exemple, pourquoi pas. Donc, on a en supplément un rallye avec voilà, 4 manches qui seront proposées dans l'année. Alors, Rallye propose plusieurs épreuves, hein, je ne vous montre pas tout, mais il y a de la dictée, la transposition de texte, des jeux autour des lettres, un mot croisé. Et puis à chaque fois, un des exercices, c'est un exercice de production orale dans lequel on demande d'enregistrer. Voilà, avec un codage pour le score. Il y a des points à calculer, et puis on peut jouer en équipe au sein de la classe ou entre classes. C'est un rallye comme MHM avec les mêmes principes, c'est du travail collectif, c'est la proposition d'une équipe ou d'un groupe. L'idée étant de faire collaborer les élèves, de les faire coopérer, travailler ensemble, et puis de jouer avec la langue. Voilà, donc un rallye qui n'est pas toujours facile, et on l'assume complètement. Il est important que les élèves soient confrontés aussi à de la difficulté, qu'ils voient que seul on n'est pas en capacité de faire, mais qu'à plusieurs on va peut-être y arriver, on aura peut-être d'autres idées, et puis qu'il y a un horizon d'attente aussi en termes de compétences qu'il faut savoir situer. Alors, dans les suppléments importants, il y a aussi ce qu'on a appelé Gagne ton chapitre. Alors, le principe se veut ludique, hein. L'idée c'est qu'on a choisi un ouvrage. Le petit Nicolas, par exemple, fête Noël pour Noël, avec un ouvrage différent pour le CM1 et le CM2. Et puis les élèves découvrent les chapitres, la lettre au Père Noël du petit Nicolas, pardon, et les élèves découvrent au fur et à mesure le chapitre à condition de réaliser des défis qui sont des purs défis d'étude de la langue, des exercices d'étude de la langue, mais qu'on réalise sous forme de défis avec des modalités qui peuvent être variées, puisque on peut mettre en place voilà, un travail par groupe, un travail par équipe, on peut le faire collectivement. Donc sur le gagne-ton chapitre, voilà, en l'occurrence, je crois qu'il y a 12 défis de mémoire. Voilà, des défis de ce type-là, trouve deux mots de la famille, voilà, des mots qui sont extraits du texte. Et puis une fois que j'ai réalisé le défi, je peux accéder au chapitre suivant de l'histoire. Voilà, les élèves accrochent beaucoup, hein, c'est quelque chose qu'on a expérimenté l'an dernier, qui fonctionne très bien. Voilà, les CM2, on travaille sur les verriers de Noël, qui est un très bel ouvrage. Sur les verriers. L'artisanat trouve de sens pour les mots suivants. Voilà. Donc des petits défis, des exercices qui sont assez simples. Les gagne ton chapitre se présentent soit sous la forme d'un diaporama qu'on diffuse, soit sous une forme papier traditionnelle pour ceux qui seraient en difficulté pour diffuser les diaporamas. Alors quelques exemples de mise en œuvre de la méthode. Donc là, voilà, juste une photo prise, je crois, de mémoire l'avant Covid l'an dernier, puisque c'est la deuxième année d'expérimentation de MHF. Voilà, donc avec de la collaboration autour d'une dictée, d'exercices. Voilà, à gauche, le tout premier prototype du jeu des engrenages, voilà, des jeux d'étiquettes, différents types de jeux. Donc là, c'est une production récente qui a été partagée sur Twitter, parce qu'on a proposé l'écriture de cadavres exquis. Voilà, on remercie la collègue pour son partage. Autre exemple de cadavres exquis, de fiches d'exercice. Et puis une école voilà, qui a partagé les premiers jets qu'ils avaient construits, puisqu'on avait une production écrite à partir d'un tableau sur le thème de l'hiver. Et donc voilà, elle a partagé production écrite et qui montre que bien que sur un temps d'écriture de 10-15 minutes, on peut avoir des productions de qualité et qui répondent à des consignes précises. Et ça, c'est encourageant pour nous et pour les élèves. Alors, pour le travail sur MHF, écoutez, on vous conseille d'aller sur le site. Hein, on fait un article dès qu'il y a une mise à jour importante. Donc le site est mis à jour aussi régulièrement qu'on peut. On ajoute des éléments. On a ajouté il n'y a pas longtemps un article sur les ouvrages qui nous inspirent. On a quelques ouvrages qu'on trouve particulièrement intéressants. Et puis, voilà, des exemples de jeux commerciaux. Et puis des compléments. Au fur et à mesure, on va ajouter différentes choses. Hein. C'est pour ça que vous avez des propositions d'évaluation aussi à chaque période, que vous pouvez adapter puisqu'elles sont en format modifiable. Voilà, le site doit vous servir de référence pour chercher des informations. En termes d'accompagnement, parce que MHM, c'est pas qu'une méthode qu'on achète voilà, comme ça dans le commerce. Pour nous, on veut aller plus loin, donc il y a toujours des outils pour vous accompagner. Donc il y aura des vidéos, celle-ci est la première de la série,
pour répondre à des points. Il y aura une FAQ au format podcast, et puis au format écrit aussi, voilà, pour répondre à des questions que vous posez. Donc voilà, on va déjà répondre dans les semaines à venir aux premières questions qu'on a reçues. Et puis les mises à jour du site régulières pour partager de nouveaux outils, des nouveaux documents, partage d'articles qu'on a trouvés intéressants, et tous ces éléments qui peuvent vous permettre de mieux rentrer dans la méthode. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation a pu éclaircir les choses, vous donner l'envie de rentrer dans la méthode et surtout de voir ce qu'elle propose et comment elle fonctionne. Merci à vous pour votre attention.